Une requête pour la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza a été demandée lundi par le procureur général de la Cour pénale internationale. Très vite, le ministre israélien des Affaires étrangères a dénoncé cette annonce qu'il qualifie de déshonneur historique. Le procureur a également réclamé des mandats d'arrêt contre les 3 principaux chefs du Hamas, dont Yahya Sinawar et Ismaël Haniyeh, pour les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans un communiqué, le Hamas palestinien a dit condamner fermement cette décision. Désormais, ce sera au juge indépendant de la Cour pénale internationale de déterminer si les conditions sont réunies pour délivrer des mandats d'arrêt contre tous ses protagonistes. Si les juges décidaient d'émettre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, les 124 États membres de la Cour pénale internationale seraient obligés de l'arrêter s'il se rendait sur leur territoire. Deuil de 5 jours en Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. Des Iraniens se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays, comme ici à Téhéran, la capitale, mais aussi à Tabriz ou encore Machhad. Dimanche, l'hélicoptère qui transportait le président iranien s'est crashé dans une zone montagneuse près de l'Azerbaïdjan, au retour de l'inauguration d'un barrage avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. 9 personnes au total ont péri dans l'accident, dont le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. En attendant l'élection qui doit intervenir dans les 50 prochains jours, le vice-président Mohammad Mokber assure l'intérim. Ce drame intervient en pleine guerre entre Israël et le Hamas, soutenu par l'Iran. Pressenti pour succéder au guide suprême de la révolution Ali Khamenei, Ebrahim Raïssi est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère. Il avait 63 ans. Élu pour la première fois le 18 juin 2021, le président iranien était décrit comme un religieux ultra-conservateur. Protégé du guide suprême, il succède ainsi à Hassan Rouhani, considéré comme modéré et dont la présidence est marquée par la conclusion de l'accord international sur le nucléaire iranien. Né en 1960, Ebrahim Raïssi va pendant plusieurs décennies gravir les échelons du système judiciaire jusqu'à être nommé procureur général d'Iran. Quelques années plus tard, en 2019, il prend la tête de l'autorité judiciaire, puis est élu président du pays 2 ans plus tard. Dès son arrivée au pouvoir, il se présente comme le défenseur des classes pauvres et de la lutte contre la corruption. Sur le plan interne, son mandat est marqué par une forte contestation fin 2022, après la mort de l'étudiante Mahsa Amini, arrêtée pour non-respect du code vestimentaire du pays. Pendant 3 ans, il a également dirigé l'Iran dans un contexte international tendu. Sur la liste noire américaine, Ebrahim Raïssi considérait les États-Unis et Israël comme les ennemis de l'Iran. Les relations entre les 3 pays se sont détériorées avec la guerre dans la bande de Gaza et le soutien apporté au Hamas par Téhéran. Après l'annonce de sa disparition, le gouvernement iranien a assuré que sa mort n'entraînerait pas la moindre perturbation dans l'administration du pays. Ebrahim Raïssi sera remplacé par le vice-président Mohamed Mokber, une transition qui devrait durer moins de 2 mois. La constitution iranienne prévoit en effet l'organisation d'une élection présidentielle dans les 50 jours. En Ukraine, la région de Kharkiv, située dans le nord-est du pays, est visée par une nouvelle offensive russe. Dimanche, selon les autorités locales, au moins 11 personnes ont été tuées dans des bombardements russes. La Russie a intensifié ses attaques dans cette zone frontalière, ce qui lui a permis d'enregistrer ses gains territoriaux les plus importants depuis fin 2022. Moscou a également annoncé lundi dans un communiqué la prise du village de Bilogorivka, l'un des derniers lieux échappants dans la région ukrainienne de Lougansk, dont la Russie clame l'annexion. Depuis quelque temps, l'armée ukrainienne manque d'hommes et de munitions. Вони сидять в якихось житлових масивах, і наші хлопці сидять в житлових масивах. По-любому там вони перестрілюються. Вони стараються зайняти якісь нові позиції, наші їх стримують. Selon Kiev, la progression russe a désormais été stoppée, ce que Moscou dément. Lundi,
Les autorités locales ont affirmé que les troupes ukrainiennes contrôlaient environ 60% de la ville de Vovchansk, située dans la région nord-est de Kharkiv. En Slovaquie, un groupe de personnes a récolté plus de 4 millions d'euros pour l'Ukraine. L'initiative, baptisée Munitions pour l'Ukraine, a pour objectif, comme son nom l'indique, d'aider au financement d'armes. Bien que le gouvernement slovaque défend une position pro-russe, les nombreux participants à cette initiative sont en total désaccord avec leurs dirigeants. Euronews a rencontré la coordinatrice de ce projet. In some interviews, our government are ironic to the goal of the collection, and they say it's nothing, almost nothing. They are our official government, so we respect them. But we are democracy, so this is our approach, how to react to this when government is not willing helping. People living in Slovakia want to help. Problém vojny na Ukrajine registrovať veľmi intenzívne už v roku 2014. L'écrivain slovaque Martin Šemeška a également participé à la collecte de fonds. People are upset about that government, and so for them it was a way how to give the voice and money and to show we are here and we disagree with the government, and that's a way how we can show it. So basically, on contrary, if the government is pro-Ukrainian, this wouldn't make sense to collect the money from the people, or even if somebody tried, they wouldn't be so successful. Gyuraj Banár szlovák külügyminiszter március végén azt mondta, hogy Szlovákia nem küld fegyvert Ukrajnának, mivel meglátásuk szerint a háborúnak nincs katonai megoldása. A civil kezdeményezés szervezői szerint a szlovákok közül sokan szégyellik a kormány Oroszország központúságát, ezért is támogatják sokan a kezdeményezést. Kónya Rita, Euronews, Pozsony. Près de 300 000 Russes vivent actuellement en Estonie. Ils participent régulièrement aux élections, y compris les prochaines élections européennes. Les citoyens russes ont tendance à privilégier les candidats russophones. Yana Toom est l'une des plus populaires. First thing we need is so-called political nation. We don't have it in Estonia. In Estonia we measure it by DNA, so to say. I absolutely refuse to make children, Russian-speaking children in Estonia, to be somehow linked to what Putin is doing. La majorité des partisans de Yana Toom sont pro-européens et se distancient des actions et des objectifs de la Russie. Солидарность Европейского Союза и беженцы, и сейчас вот эта военная ситуация, и я ощущаю в нашей стране, если бы не поддержка Евросоюза, мы бы далеко бы не ушли от советского времени. Les jeunes Estoniens issus de familles russes veulent avant tout construire des liens entre les différents groupes ethniques du pays. The candidate that I'm going to vote for represents and understands also Russian-speaking minority struggles, challenges and opportunities, and doesn't just disregard it as something that has to be integrated somewhere, but actually sees this as a whole picture that actually we integrate on both ways. Il existe également des voix pro-russes en Estonie, comme Ivo Peterson, un candidat au Parlement européen qui est actuellement en prison. Il est difficile de savoir vers qui ses partisans vont se tourner. Party or movement which is very friendly to Putin, and the irony is that the main candidate, or actually I think he's the only candidate for this party, is waiting for the court in pre-trial detention right now because there is a charge against him for cooperating with Russian special services. However, not every Russian will be able to vote in the upcoming EU elections. Part of the Russian diaspora in Estonia includes the ones who, despite the years spent in the country, do not have Estonian citizenship. Magdalena Hodovnik from the Estonian-Russian border in Narva for Euronews. Nouveau rebondissement judiciaire pour le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Lundi, la Haute Cour britannique lui a accordé le droit de faire appel de la demande d'extradition émise par les États-Unis à son encontre.
La date de l'audience n'a pas encore été fixée. De nombreux soutiens étaient présents au tribunal de Londres, dont l'épouse du lanceur d'alerte, Stella Assange. The judges reached the right decision. We spent a long time hearing the United States putting lipstick on a pig, but the judges did not buy it. As a family, we're relieved, but how long can this go on? The United States should read the situation and drop this case now. Now is the moment to do it. Just abandon this shameful attack on journalists, on the press and the public that has been going on for 14 years. Les autorités américaines cherchent à juger l'Australien de 52 ans pour la diffusion à partir de 2010 de centaines de milliers de documents classifiés portant notamment sur la guerre en Irak. Selon les États-Unis, Julian Assange ne s'est pas contenté de recueillir des informations à des fins journalistiques, mais il aurait tenté de voler et de publier des documents gouvernementaux classifiés. Il y a quelques semaines, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il examinait une demande de l'Australie visant à classer l'affaire et à permettre à Julian Assange de retourner dans son pays d'origine. Le fondateur de Wikileaks risque jusqu'à 175 ans de prison aux États-Unis. Depuis avril 2019, après avoir été extrait de l'ambassade d'Équateur, où il s'était réfugié 7 ans plus tôt, Julian Assange est détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, située dans l'est de Londres.